Bienvenue sur notre page Lecture paisible. Nous commençons le chapitre 1 de notre roman Les Erreurs de maman, écrit par Jocelyn Kala, Camerounais venu en Côte d'Ivoire pour poursuivre ses études. À la suite de cela, il a obtenu le BTS et Les Erreurs de maman est son tout premier roman qu'il a écrit. Chapitre 1. Je vous demande de vous abonner massivement à ma page et surtout de partager la vidéo afin que plusieurs personnes puissent prendre connaissance de ce si merveilleux roman. Nous poursuivons notre chapitre. En sortant de l'ascenseur ce matin-là, Monsieur Biva rayonnait. C'était le jour de ses 73 ans, mais il semblait en avoir 40. Il portait un énorme bouquet de fleurs et un volumineux paquet artistiquement enveloppé de papier cadeau. Le dos voûté, la démarche lourde et hésitante. Le vieil homme progressait péniblement dans le couloir. Il croisa un employé très élégant, les bras chargés de documents qui l'interpella. « Bonjour, monsieur Biva. Avez-vous fait bon voyage? Si on ignore la tache de vin sur mon pantalon, oui. » Très distraite, ses hôtesses. Ma femme était là, oui, monsieur, dans son bureau. Bien. Monsieur Biva poursuivit lentement son chemin dans le couloir. Il tourna à gauche et arriva devant une porte qu'un planton s'empressa d'ouvrir. « Bonjour, monsieur Biva. » Il arriva alors dans une sorte de hall avec plusieurs portes à gauche et à droite, et se dirigea vers la dernière de gauche qu'il ouvrit avec quelques difficultés à cause de ses volumineux paquets. Il n'acceptait jamais d'être allégé du poids de ses bagages et ses employés avaient depuis longtemps cessé de se proposer. Le bureau était désert. Personne n'a pas l'ordinateur allumé qui laissait échapper de faibles bips. Rien. Monsieur Biva, encore sur le pas de la porte, parcourut la salle du regard. Où peut-être bien être? Se demanda-t-il. Il entra finalement et se dirigea vers la table pour y déposer son présent et les fleurs qui devenaient un réel poids pour lui. Il s'en était à peine débarrassé qu'il perçut de légers gémissements venant de la pièce voisine. Il se dirigea vers la porte entrouverte des toilettes et découvrit alors exactement ce qu'il n'aurait jamais souhaité voir de sa vie tout entière. Là devant lui, derrière cette porte entrebâillée, Daniel, sa femme, s'offrait entièrement à un homme qui semblait très bien assumé. Sans se soucier de l'endroit à la fois peu approprié et inconfortable, il faisait l'amour le plus tendrement. Du monde. Monsieur Biva poussa lentement la porte et l'ouvrit complètement. À sa vue, Daniel et son amant se séparaient brusquement et se rhabillaient précipitamment sous le regard silencieux du vieil homme. « Ah, c'est toi, chérie. Je ne t'attendais pas aujourd'hui. Enfin, je veux dire, balbutia-t-elle en s'habillant. Joyeux anniversaire, chérie. Vous êtes renvoyé, monsieur Dick. Et toi aussi, Daniel, déclara doucement le fondateur de l'entreprise informatique Biva Eco. Il éleva la voix. Alors, c'est à cela que vous servent vos diplômes de marketing, monsieur Dick? Je savais bien que j'avais tort de vous faire confiance, à tous les deux. Je le pressentais depuis le début. Vous n'êtes que de bons à rien, parfaitement les déchets. Et croyez-moi, si je vous le dis ainsi, c'est que j'ai encore un peu de respect pour vous parce qu'en fait, vous êtes pire. Vous êtes L'homme s'adossa soudain à la porte, les mains sur le cœur. De toute évidence, il se trouvait mal. Ce qui ne l'empêcha pas de conserver un regard méprisant sur sa femme et son amant complètement habillé maintenant. « Chérie, ça ne va pas ?» demanda Daniel. « Monsieur Biva, » interrogea monsieur Dick. Monsieur Biva glissa lentement sur le bois de la porte et s'écroula. Sous le regard écarquillé des deux amants qui se précipitèrent vers lui. « Monsieur Biva, répétait Dick en giflant légèrement son patron. Chérie, s'inquiéta Daniel en voyant son mari sans réaction. Au secours, à l'aide, quelqu'un se mit à crier.
Et finalement, quelques employés entraient en courant dans le bureau et se baissèrent tous vers M. Biva inanimé. « Que s'est-il passé ?» demanda quelqu'un en se penchant. « Il a eu une attaque. Il faut appeler une ambulance. Vite une ambulance !» cria Daniel. Une secrétaire décrocha précipitamment le téléphone posé sur la table près de l'ordinateur et composa le numéro des urgences. Dans l'ambulance, l'empressement dont faisaient preuve les médecins ajoutait à l'inquiétude de Daniel face à son vieux mari évanoui. Il était exactement de 38 ans son aîné, d'autant plus précisément qu'elle-même fêtait ce jour-là ses 35 ans. D'ailleurs, ne s'était-il pas rencontré chez un pâtissier où M. Biva était passé retirer lui-même son énorme gâteau d'anniversaire? Juste à côté de lui, celui de Daniel était encore plus gros, mais elle avait dû faire de grandes économies pour se l'offrir alors que l'autre client pouvait en acheter encore une centaine du même genre. En attendant de régler les factures, ils étaient debout l'un près de l'autre devant le comptoir et se regardaient de temps à autre sans mot dire. « Vous êtes né un 6 novembre vous aussi ?» demanda-t-il finalement. « Oui, tout comme vous, monsieur Biva. »« Comment connaissez-vous mon nom ?»« Voyons, toute la ville vous connaît. On ne voit que vous à la télévision. J'ai dû user de beaucoup de sang-froid pour ne pas vous demander un autographe. » Monsieur Biva éclata de rire. Comment pouvait-il s'en empêcher devant la franchise de la jeune femme? La coïncidence de leur anniversaire l'amusa tellement qu'il régla les deux factures. La même coïncidence les rapprocha si bien qu'ils firent la fête ensemble. Une fête qui continua un peu plus tard devant le maire et quelques témoins, malgré les deux merveilleux enfants qu'elle avait eus plusieurs années auparavant. Anthony, alors âgé de 5 ans, et Frist, 1 an. Jacques Biva les avait tous de suite adoptés comme s'ils étaient les siens. C'était un mari merveilleux et Daniel l'aimait éperdument. C'est à tout cela qu'elle repensait aujourd'hui, 10 ans plus tard, dans cette ambulance où son mari ne semblait pas vouloir se décider à donner signe de vie. Un masque à oxygène lui était plaqué sur la bouche et le nez. Des perfusions lui distillaient des médicaments dans les veines. Les médecins essayaient de le réanimer à l'aide de plusieurs appareils que Daniel ne connaissait pas tout en conjuguant de nombreux thèmes médicaux auxquels elle ne comprenait goutte. « Sauvez-le, je vous en supplie, sauvez-le » s'évertuait-elle à murmurer des larmes plein les yeux. Dans les couloirs de l'hôpital, les médecins avaient redoublé de promptitude. Ils poussaient le pauvre M. Biva sur une civière. Daniel les suivit de près jusqu'à la porte de la salle de réanimation où le docteur Bolland lui barra soudain le chemin. « Je suis désolée, Madame Biva, mais vous allez devoir attendre à l'extérieur. Je vous tiendrai informée. » L'homme en blouse blanche referma ensuite la porte au nez de la jeune dame, qui sentit soudain peser autour d'elle un silence et un vide insupportable. L'homme qui l'avait toujours soutenue dans ce genre de circonstances était inconscient derrière cette porte, et soudain, la solitude. Daniel alla lentement s'asseoir sur un banc dans le couloir et éclata en sanglots en se prenant la tête encore entre les mains. « Café ?» proposa soudain une voix d'homme. Daniel leva les yeux et aperçut une tasse de café juste sous son nez. Devant elle, un inconnu qui tenait un gobelet et la dévisageait doucement. Sans répondre, elle saisit la tasse qui lui tendait et le bel inconnu s'assit à côté d'elle. « Je comprends parfaitement combien ce qui vous arrive peut être terrible, Madame Biva, et je suis sincèrement désolée. Je souhaite vivement que tout s'arrange au plus vite. Autrement, ce sont des mois et des mois de mon dur travail qui tombent à l'eau. » Daniel, qui ne comprenait pas grand-chose, lança un regard plutôt interrogateur à l'inconnu. « Oh oui, pardon, » se ressaisit celui-ci. « Je m'appelle Serge Gotha. Je suis journaliste au quotidien et voilà bientôt 5 mois que je prépare un article sur les multimilliardaires de la région. J'ai pu réunir le maximum d'informations sur votre mari, mais il me manque toujours l'interview. Nos rendez-vous ont été 12 fois annulés. Il est toujours parti. Difficile d'obtenir un entretien. » Daniel, resté muette jusqu'ici, balaya ses larmes du revers de la main avant d'avaler une gorgée de café. Le journaliste la regarda faire silencieux. « Oui, vous avez entièrement raison, » remarqua l'homme en se levant. « Le moment est plutôt mal choisi pour ce genre de conversation. »
toujours est-il que je pourrais quand même avoir besoin de vous pour la suite de mon article. Tenez, voici ma carte. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Qu'il est grossier et inhumain, pensa Daniel. Parler d'un vulgaire article de journal au moment même où la vie et la mort se disputent le corps de l'homme qu'elle a promis devant témoins d'aimer pour le pire aussi. Elle faillit bien prononcer plusieurs fois le mot salaud, mais ses lèvres restèrent closes. Aussi refusa-t-elle de saisir la carte qui lui était tendue. L'homme posa lentement la carte sur le banc à côté d'elle, sa tasse de café dessus et un mouchoir en papier blanc à côté. Il s'éloigna ensuite à pas lents et disparut au fond du couloir, sous le regard ébahi de Daniel qui se décida enfin à bouger. Elle posa sa tasse, saisit le mouchoir qu'elle se passa aussitôt sur les lèvres et prit la carte qu'elle examina brièvement. Elle jeta soudain un coup d'œil à sa montre. 13h35. Ils sont encore à la maison, pensa-t-elle en se levant. La jeune femme marcha à pas rapides et s'engouffra dans l'ascenseur. Quelques étages plus bas, elle se retrouva dans une salle où plusieurs infirmiers et médecins allaient et venaient. Elle se dirigea vers une hôtesse qui semblait écrire derrière un comptoir. « Le téléphone, s'il vous plaît. » Tout de suite, Madame Biva, répondit-elle en posant le téléphone sur le comptoir. « Merci, répondit Daniel en décrochant le combiné. Dans une très grande et luxueuse résidence de la ville, le téléphone sonna soudain. Une vieille dame qui habillait un bébé d'à peine 1 an se précipita sur l'appareil. « Allô? Allô, Cécile, c'est Daniel. Les enfants sont-ils encore là? » « Oui, madame. Mais ils s'en vont bientôt. Ils sont déjà prêts et le chauffeur les attend. »« Comment va, monsieur? » Une jeune fille de 15 ans et un garçon de 11 ans pénétraient dans la pièce et s'arrêtaient à côté de la vieille dame. « Je ne sais pas encore, Cécile. Passe-moi Anthony, s'il te plaît. »« Oui, madame. »« C'est ta mère, Anthony, » annonça Cécile en tendant le combiné à la jeune fille qui le prit aussitôt. « Allô, maman? Anthony, ma chérie. Vous n'êtes pas encore à l'école? On y allait. »« Comment va papa? » Daniel se sécha les joues pour la 1000e fois au moins avant de répondre. « Je ne sais pas encore, chérie. Il est en réanimation. »« Oh, maman, c'est terrible. Je le sais, mon ange, je sais. Fritz est là? » »« Oui, juste à côté. Et Ludovic? » Anthony leva les yeux et vit le bébé qui s'amusait avec Cécile non loin. « Il va bien, maman. Très bien. Anthony, tu prends soin de tes petits frères. Moi, je vais rester ici pour attendre la suite. Je ne sais pas combien de temps cela peut durer. Bien, maman. Embrasse tes frères de ma part. À tout à l'heure. Bye, maman. » Quand Daniel reprit sa place dans le couloir, un médecin sorti de la salle de réanimation vint vers elle. Elle se leva brusquement en le voyant. « Alors, comment va-t-il, docteur? Il est encore inconscient, mais le cœur a repris. » « Il s'en sortira, vous croyez? Il est encore trop tôt pour se prononcer, mais il y a de fortes chances que oui. Voilà des années que je lui propose une greffe du cœur, mais il est têtu comme une mule. Vous devriez en discuter avec lui, madame. » Si elle pouvait lui parler, c'est qu'il y avait encore un espoir et Daniel s'accrocha à cette idée. « Je peux le voir? » « Oui, bien sûr. Je l'ai fait transférer à la chambre 86 à l'étage au-dessus. » « Allez-y, passez par là, vous y serez plus vite. »« Merci, docteur. » Elle se hâta vers la direction indiquée, la porte par laquelle était venu le médecin. Dans la chambre 86, M. Biva était couché inconscient et les yeux hermétiquement fermés. Des tuyaux étaient branchés dans son corps et plusieurs écrans sur lesquels défilaient les courbes lumineuses laissaient échapper des bip-bip constants. Daniel avança lentement vers son mari au milieu de toute cette ambiance médicale impressionnante. « Oh mon Dieu, Jacques !» murmura-t-elle la gorge serrée, en regardant son mari. « Pardon, Jacques, 1000 fois pardon. Surtout ne me quitte pas, Jacques chéri, je t'en supplie, ne me quitte pas. » Elle s'essuya de nouveau les joues qui furent aussitôt mouillées par 2 autres larmes qui y roulaient. « Il s'en sortira certainement, » émit soudain une voix derrière la jeune femme qui se retourna et vit le docteur Boulan. « Le plus dur est passé et vous devriez aller vous reposer, Madame Biva. »« Non, je vais attendre qu'il se réveille. »
Oui, mais je ne sais pas combien de temps cela prendra. Je vais déjeuner. Voulez-vous venir avec moi? Non, merci, docteur. Je préfère rester auprès de mon époux. Comme vous voudrez, Madame Biva. À tout à l'heure, sans doute. Le médecin quitta la pièce, y laissant Daniel qui s'assit sur le lit, près de son mari et versa toutes les larmes de son corps. De nombreuses heures s'écoulaient, de longues heures pendant lesquelles les infirmières venaient vérifier le bon fonctionnement des appareils à peu près tous les quarts d'heure. Daniel était maintenant installé dans un fauteuil non loin du lit. Elle avait fini par s'endormir. La salle devenait de plus en plus sombre car le soir tombait. Soudain, on entendit des pas qui s'approchaient. La porte s'ouvrit. L'homme activa un interrupteur et éclaira la chambre. Daniel se réveilla en sursaut et vit le médecin dont elle avait refusé l'invitation quelques heures plus tôt. « Ah, c'est vous, docteur Boulan. Je vous avais pourtant conseillé un peu de repos, Madame Biva. » « Inutile de me dire où je me trouve, docteur Boulan, déclara soudain M. Biva de son lit de malade. « Je le sais parfaitement. » Le médecin et la femme se précipitèrent vers le malade. « Chérie, tu es réveillée ?» demanda Daniel. « Je suis content de vous entendre, avoua le médecin soulagé en palpant attentivement certaines parties du corps de son patient avant d'ajouter « Vous êtes en pleine forme, monsieur Biva. » Le vieil homme tourna ensuite son regard vers la droite et rencontra celui de sa femme qui sanglotait déjà. « Chérie, commença-t-elle, je ne veux pas te voir une seconde de plus, tempêta le mari. Chérie, je t'en prie. Je ne veux pas te voir. Docteur Boulan, pouvez-vous la faire sortir, s'il vous plaît? Chérie, je t'en supplie. Il faut que tu m'écoutes, il faut que je te parle, insista sa femme en sanglotant. Je refuse de t'écouter. Docteur Boulan, faites-la sortir immédiatement, vociféra le malade. Je t'aime, Jacques, murmura Daniel en larmes. Je vous en prie, Madame Biva. Intervint le docteur Boulan en entraînant la pauvre femme à l'extérieur. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il vaudrait mieux ne pas l'énerver maintenant. Il pourrait rechuter. Il l'entraîna jusqu'à la porte qu'il referma avant de revenir vers le lit. « Passez-moi le téléphone, ordonna M. Biva. « Ce n'est pas du tout le moment, M. Biva. Vous devez absolument vous reposer. Passez-moi tout de suite ce téléphone, c'est très urgent. » « Oui, d'accord, mais restez calme s'il vous plaît. » Le médecin avait à peine touché l'appareil au chevet du lit qu'une communication se fit entendre d'un haut-parleur. Le docteur Boulan est demandé de toute urgence au bloc opératoire. Le docteur Boulan est demandé de toute urgence au bloc opératoire. Tenez, monsieur Biva, dit le docteur en posant l'appareil sur le lit. Je reviens dans un moment, ajouta-t-il avant de sortir en courant. Monsieur Biva décrocha le combiné et composa un numéro. Quelques kilomètres plus loin dans la ville, une grosse Mercedes noire s'arrêta devant l'entrée de la luxueuse villa des Biva. À son bord, Tony le chauffeur et Anthony et Fritz à l'arrière. Un gardien en uniforme s'approcha de la voiture sous la lumière filtrée du crépuscule qui faisait lentement place à la nuit. Tony descendit la vitre de sa portière et le gardien se pencha vers lui. « Mais ouvre donc la porte, bon sang !» s'irrita le chauffeur. « Qu'est-ce que c'est que ce contrôle? Non, Tony, » répondit doucement le portier. « Nous ne devons pas laisser entrer les petits hôtes de monsieur. »« Quoi ?» s'écria Anthony. « C'est quoi cette face ?» demanda Tony en sortant de la voiture. « Tu vas me répondre, Lucien, ce n'est malheureusement pas une face, Tony, » riposta le gardien en ouvrant la portière arrière de la Mercedes. « Descendez de là, vous deux, lança-t-il. « Mais que t'arrive-t-il, Lucien » s'étonna Anthony. « Je vais te faire envoyer, tu vas voir, menaça Fritz. « Descendez de là et plus vite que cela, gronda Lucien. » Les enfants descendirent de la voiture avec le sac d'écolier pendant que Tony allait parler à un autre gardien en uniforme à la porte. « Morel, que signifie tout ce manège ?» interrogea-t-il. « Je ne comprends rien. Moi non plus, mais ce sont les ordres de monsieur et il a été strict. Tu peux rentrer la voiture maintenant, Tony, lança Lucien. Tony s'exécuta et rentra la Mercedes dans la richissime demeure de son patron. Monsieur Biva, laissant Anthony et Fritz à l'extérieur. Une seconde Mercedes décapotable et rouge, celle-là, vint s'arrêter près des enfants en bordure de route. Daniel en descendit précipitamment et se dirigea vers ses enfants.
Que se passe-t-il? Demanda-t-elle. Que faites-vous dehors avec vos effets? Lucien et Morel refusent de nous laisser entrer, répondit Fritz. Lucien, j'exige une bonne explication et tout de suite. Je suis désolé, madame, mais monsieur nous a formellement ordonné de ne laisser entrer ni vous ni les enfants. C'en est trop, a-t-il précisé. La grande porte s'ouvrit soudain et la vieille babysitter Cécile sortit en poussant un landau dans lequel le petit Ludovic gesticulait joyeusement. « Oh, madame, c'est terrible » ajouta Cécile en pleurnichant. Monsieur a décidé que le petit ne devait pas passer une minute de plus dans sa maison. C'est affreux ce qu'il était si sérieux. Daniel se dirigea précipitamment vers sa voiture en murmurant. Il est devenu complètement fou celui-là. Sans ouvrir la portière, elle décrocha le téléphone de la voiture et se mit à composer un numéro. Lucien courut aussitôt lui arracher l'appareil des mains. « Désolé, madame, mais nous avons hâte de vous prendre aussi les clés, dit-il en tendant la main. « Je ne te le répéterai pas, Lucien, menaça Daniel. Rends-moi immédiatement ce téléphone et ôte-toi de mon chemin. »« Maman, que se passe-t-il » demanda Fritz. « Ce n'est rien, mon chéri, tout va bien. Ôte-toi de là, Lucien. »« Ne m'obligez pas à utiliser la force, madame. J'en ai la permission. » « Tu es renvoyé, Lucien, tu m'entends renvoyer » se gosilla Daniel en tendant quand même la clé à Lucien. Elle allongea ensuite le bras et retira son sac à main de la voiture. Lucien s'en empara aussitôt. « C'est mon sac, je peux » demanda Daniel narquoise. Il la lâcha lentement. « Maman, je voudrais savoir ce que signifie tout ceci » s'indigna Anthony. « Ce n'est rien, mon ange. Tout va s'arranger d'une minute à l'autre. » « Maman, je t'en prie, » insista la jeune fille. « Nous sommes chassés de chez nous sur ordre de papa et toi tu trouves le moyen de prétendre que ce n'est rien. Je retourne à l'hôpital, chérie, rassura la mère. Je vais voir ce qui se passe de plus près. Je tâcherai aussi de savoir qui sera envoyé et qui ne le sera pas, ajouta-t-elle en lançant un regard plein de mépris et de haine à Lucien qui démarrait la voiture pour la ranger dans la grande propriété. « Alors, je viens avec toi, décida Anthony. Moi aussi, rétorqua Fritz. Non, les enfants, ce ne sera pas nécessaire. Attendez-moi sagement ici, je ne serai pas longue. Maman, insista Anthony. Anthony, cela suffit, hurla la mère. Je vous demande de m'attendre et c'est ce que vous ferez. Surveillez Ludovic. Elle héla un taxi qui passait par là et s'y engouffra. Le taxi s'arrêta quelques kilomètres plus loin en ville, en face d'un grand bâtiment portant les inscriptions « Clinique Jean Biva ». Daniel en sortit et traversa la rue, passa entre les voitures et arriva à l'entrée de l'immeuble où un gardien lui barra soudain le chemin. « Je suis désolé, Madame Biva, mais je ne peux pas vous laisser entrer » expliqua celui-ci. « Quoi ? Elle est bien bonne celle-là. Je n'ai pas le droit d'entrer dans une clinique tout entière à cause d'un seul malade. Non. Mais que ne faut-il pas entendre ? Je suis sincèrement désolée, madame, mais les ordres sont les ordres. Très bien, j'ai compris. Vous êtes tous des esclaves dans cette ville. Il suffit d'avoir quelques milliards pour être vénéré comme un dieu. Elle quitta le gardien et s'assit sur le rebord d'un mur non loin. Elle sentait bien qu'elle allait craquer. Elle ouvrit son sac à main et en tira un mouchoir en papier. Une carte de visite tomba soudain à ses pieds. Elle la ramassa et l'examina. Serge Gotha, murmura-t-elle. Quelques heures plus tard, à l'autre bout de la ville, Serge Gotha buvait une tasse de café dans sa cuisine quand l'interphone grésilla soudain. Il décrocha le combiné. Oui. Qu'est-ce que c'est? Daniel Biva, répondit une voix de femme. L'homme surpris de la visite s'empressa d'ouvrir la porte de sa modeste demeure. Il s'arrêta net, surpris de voir devant lui Daniel précédé d'un landau dans lequel dormait un bébé. Fritz et Anthony, tenant leur cartable, l'accompagnaient. Ils étaient tous debout, immobiles, devant le journaliste qui les dévisageait longuement sans mot dire. Ici s'achève notre chapitre 1. Je vous dis à très bientôt avec le chapitre 2. Sur ce, bye!